Parfois, la peur ne vient pas des cris, mais du silence. 3 histoires, 3 lieux ordinaires, 3 descentes dans l'inexplicable. Qu'il s'agisse d'un voisin immobile aux intentions troubles, d'un téléphone déconnecté qui continue de sonner, ou d'un sous-sol dont la porte s'ouvre toute seule la nuit, chaque récit explore cette zone trouble où la réalité bascule lentement vers l'horreur. Ces histoires sont inspirées de récits de survie, de faits rapportés anonymement, ou peut-être simplement de cauchemars trop réels. Préparez-vous à entrer dans l'inconnu et n'oubliez pas de laisser la lumière allumée. Bien que j'ai techniquement atteint l'âge adulte, 27 ans, un emploi à temps plein, une routine stable, je portais encore en moi une certaine nervosité, presque juvénile. J'étais fraîchement sorti d'une rupture difficile et j'espérais que le silence et la solitude pourraient m'aider à panser mes plaies. Le petit lotissement où j'avais emménagé semblait idéal pour cela, des maisons en rangée, toutes identiques fades mais propres, nichées au fond d'une impasse paisible, en bordure d'une route de campagne. Le quartier possédait ce charme discret et monotone des banlieues, bardage en vinyle beige, étaillé au cordeau, carillon de vent qui teintait doucement, boîte aux lettres ornées de noms de famille, minutieusement tracés au pochoir. L'endroit respirait la tranquillité. La majorité des résidents étaient âgés, quelques familles jeunes ça et là, mais globalement personne ne cherchait à se faire remarquer. Et moi ça m'allait parfaitement. J'aimais rester dans mon coin. Mais très vite une silhouette attira mon attention, brisant l'homogénéité tranquille du voisinage. Il habitait 3 maisons plus loin. Un homme d'une quarantaine bien tassé, corpulent, barbu, toujours vêtu de la même veste usée. Il avait cette étrange manie de se tenir debout devant chez lui, la nuit. Parfois il marchait lentement de long en large, parfois il fumait en silence, mais le plus souvent, il ne faisait rien. Absolument rien. Il restait là, immobile comme figé dans une contemplation inquiétante. Presque chaque soir, lorsque je rentrais du travail aux alentours de 21 ou 22 heures, je le voyais. Adossé à la rambarde de son porche ou posté à l'extrémité de son allée, tourné vers la rue. Il ne m'a jamais salué, jamais un sourire. Juste ce regard vide, planté droit devant lui. Même si je le regardais directement, il ne sciait pas. Au début, j'essayais de ne pas y penser. J'en parlais à quelques amis, à ma mère aussi. Tous me répondaient la même chose. Il est sûrement insomniaque ou peut-être un peu excentrique, mais inoffensif. Pourtant, il y avait en lui quelque chose d'infiniment dérangeant. Ce n'était pas seulement sa présence, c'était cette immobilité glaciale. Il ne bougeait pas. Pas un geste, pas un regard au téléphone, pas un changement de posture. Il se tenait là, telle une statue. Je me suis efforcé de ne pas devenir paranoïaque, mais au fil des semaines, une sensation rongeante s'est installée dans mon ventre, tenace, et puis les bruits ont commencé. C'était vers la mi-septembre. Je venais de terminer un long quart de travail au centre de distribution où je gérais les stocks. Comme d'habitude, j'étais rentré lessivé aux alentours de 22h30, j'avais grignoté un morceau et m'étais effondré dans mon lit. Rien d'inhabituel jusqu'à ce que le silence de la nuit soit brusquement déchiré. À 2h37 précise, je me suis réveillé en sursaut, mon cœur battant trop fort. Un bruit étrange venait de me tirer du sommeil. C'était métallique. Et comme si du métal raclait contre du bois. Je restai assise un moment dans mon lit, tendant l'oreille. Puis le son revint. Un long gémissement lent, semblable au grincement d'un vieux portail rouillé qu'on ouvre sans hâte. Ma chambre, située au rez-de-chaussée, donnait à l'arrière de la maison. Une porte vitrée coulissante, équipée de stores verticaux, s'ouvrait sur une petite cour entourée d'une palissade. Je me levai lentement, chaque muscle tendu, les sens en alerte. Le silence revint un instant, puis des bruits de pas. Des pas feutrés, discrets, mais distincts. Comme si quelqu'un marchait lentement sur du gravier. Ma cour était recouverte de pierres décoratives, pas de pelouse, si bien que chaque pas y résonnait. Ce n'était pas un animal, c'était humain. Je saisis mon téléphone et tirai doucement le tiroir de ma table de nuit. J'en sortis un vieux couteau de cuisine émoussé, une précaution que j'avais toujours jugée ridicule jusqu'à ce moment. Je m'agenouillai au bord de la fenêtre et entr'ouvris les stores, rien.
La lumière automatique ne s'était pas déclenchée, soit l'intrus était hors de portée du détecteur, soit il était entré par un autre chemin. Je composai immédiatement le 911. Là, elle me demanda mon adresse et m'assura qu'une patrouille était en route. Je restais tapi dans l'ombre, retenant ma respiration. 10 minutes plus tard, les gyrophares peignaient des éclats rouges et bleus sur les murs de mon salon. Je sortis en hâte et expliquai aux 2 policiers ce que j'avais entendu. L'un d'eux fit le tour par l'arrière, tandis que l'autre me posait quelques questions de routine. Quand le premier revint, il haussa les épaules. Le portail était fermé. Aucun signe d'effraction. Rien d'anormal. Probablement un raton laveur, me lança-t-il, mi-sérieux, mi-moqueur. Son regard en disait long, il pensait que je perdais mon temps, et le leur. Je n'ai pas protesté, mais je n'ai pas fermé l'œil du reste de la nuit. Le lendemain matin, je décidai de vérifier moi-même l'arrière de la maison. Je n'avais pas fermé l'œil, et l'idée que quelqu'un ait pu rôder si près me collait à la peau comme une sueur glacée. Sous la lumière timide du matin, tout paraissait étrangement normal, rien ne semblait déplacé. Mais alors que je m'approchais du petit portail en bois qui donnait sur la cour, je remarquai un détail. Là, coincée sous la base du portail, se trouvait une pierre plate, à peu près de la taille d'un livre de poche. Le genre de pierre qu'on n'aurait pas remarqué si l'on ne savait pas exactement quoi chercher. Et pourtant, cette pierre n'était pas là par hasard. Le portail était normalement muni d'un ressort qui le faisait claquer automatiquement derrière soi, assurant sa fermeture. Mais cette pierre soigneusement positionnée empêchait justement ce mécanisme de fonctionner. Elle avait été placée là délibérément pour que le portail reste entrouvert, en silence. Une sueur froide glissa le long de ma nuque. Je ramassai la pierre et la lançai rageusement au fond de la cour, puis j'appelai de nouveau la police. Ils prirent note, encore. Mais là encore, ils me répétèrent qu'en l'absence de crime ou de preuves tangibles, ils ne pouvaient rien faire. J'insistais. Je demandais s'ils pouvaient au moins interroger mes voisins ou voir s'ils avaient des caméras de surveillance. Leur réponse resta la même, tant qu'aucune infraction n'était commise, ils étaient juridiquement liés. Je raccrochais en tremblant. Une partie de moi commençait à se demander si je n'étais pas en train de sombrer dans la paranoïa, mais une autre, plus profonde, me hurlait qu'il se passait vraiment quelque chose. Quelque chose d'invisible, quelque chose de dangereux. 2 nuits plus tard, l'angoisse se transforma en terreur. Il était exactement 2h14 du matin. Je dormais enfin d'un sommeil agité quand un bruit me réveilla brutalement. Cette fois, ce n'était pas un grincement, mais le son très distinct de la poignée de ma porte vitrée en train de tourner. Un mouvement doux, d'abord hésitant. Comme si quelqu'un testait la poignée, puis plus ferme, plus insistant. Quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. Mon cœur explosa dans ma poitrine. Je me redressai, incapable de bouger pendant quelques secondes. Je ne voyais rien à travers les stores, mais je sentais une présence. Juste là, de l'autre côté du verre. La gorge sèche, j'attrapais mon téléphone d'une main tremblante et appelai la police pour la 3e fois. En attendant leur arrivée, je me réfugiais dans le couloir, hors de vue de la porte, armé de mon misérable couteau de cuisine. J'étais seul, sans chien, sans armes, juste moi et une peur viscérale. Soudain, le détecteur de mouvement s'enclencha. Une lumière blanche inonda le jardin. Je jetai un œil à travers une fente des stores. Une ombre passa, un homme. Il ne s'enfuyait pas, il ne se cachait pas. Il se tenait là, droit, parfaitement visible, immobile, le même que toujours, impossible à dire. Mais sa carrure était large, son attitude calme, calculée. Quand les policiers arrivèrent, ils retrouvèrent des traces, des empreintes de pas, grosses, bien visibles dans le gravier, menant tout droit à ma porte arrière. Mais comme la tentative d'intrusion n'avait pas abouti, ils ne purent rien faire de plus. Encore, ils me promirent qu'une patrouille passerait désormais plus régulièrement, mais cette nuit-là, je ne fermais pas l'œil. Le lendemain, je pris une décision. J'achetai une caméra de sécurité connectée. Pas un modèle haut de gamme, mais suffisant. J'en installai une à l'arrière, au-dessus de la porte vitrée, et une autre à l'avant de la maison. Cette nuit-là, je ne me couchais pas. Je restais assise dans mon salon, lumière éteinte, fixant le flux en direct sur mon téléphone. 2h14 arriva et passa. Rien. Puis, à 2h23, la caméra arrière se déclencha. Je sursautai. Mon sang se figea. Un homme apparut dans le champ de la caméra. Il entra par le portail avec une précision chirurgicale. Il savait exactement où marcher pour ne pas déclencher le capteur jusqu'au dernier moment. Il portait une capuche noire, un pantalon sombre, des gants. Il s'approcha de la porte,
Puis, il leva les yeux et regarda droit dans la caméra, et il sourit, un sourire lent, déformé, sinistre. Puis, sans un mot, il recula à petits pas, tout en continuant de me fixer, jusqu'à ce que la nuit l'engloutisse. Je criais, appelais la police encore, ils vinrent, visionnèrent l'enregistrement. L'un d'eux haussa les épaules, l'autre fronça les sourcils. Oui, c'est inquiétant, mais encore une fois, pas d'effraction, pas de crime, rien à faire. Je leur demandais s'ils pouvaient interroger le type au bout de la rue, celui qui sortait toujours la nuit, pour vérifier s'il avait des images sur sa propre caméra. Ils refusèrent. Leur réponse, on ne peut pas agir sans base légale. Cette nuit-là, je pris un sac et je partis. J'allais dormir à l'hôtel. Le lendemain matin, je revins brièvement pour récupérer quelques affaires. En arrivant, je vis quelque chose qui me coupa le souffle. Sur la porte vitrée du salon, 4 empreintes de mains, boueuses, 2 en haut, 2 plus bas, comme si quelqu'un s'était accroupi là, les mains posées contre le verre, et était resté ainsi longtemps à m'observer. Je fis mes valises. En vitesse, je brisai mon bail, abandonnai ma caution, rien ne comptait, je devais fuir. Le jour de mon départ, je trouvai un mot dans ma boîte aux lettres. Une simple feuille de papier lignée, écrite à la main, d'une écriture serrée et nerveuse. Il disait simplement « Les flics partent, pas moi ». Une semaine après avoir quitté cette maison maudite, je n'étais toujours pas parvenu à retrouver un vrai sommeil. Même dans une nouvelle chambre, dans un autre quartier, derrière des verrous neufs, l'ombre de ce que j'avais vécu me poursuivait. Il m'arrivait encore de me réveiller à 2h14 pile, le cœur affolé, le souffle court, les yeux fixant la porte de ma chambre comme si quelqu'un allait entrer. Je pensais que tout cela était enfin terminé, mais c'était sans compter le message. Environ un mois après mon déménagement, je reçus une notification sur Facebook. Une certaine Kayla, inconnue au bataillon, venait de m'envoyer un message privé. Il disait « Salut, désolé de te déranger. Je crois que tu vivais ici avant moi. Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un en hoodie noir qui rôdait dans le jardin? Parce que moi j'entends souvent des pas la nuit. Et hier soir, quelqu'un a frappé à la porte vitrée vers 2h du matin et il est resté là. Il n'a pas bougé. Je restais pétrifié. Mon pouce flottait au-dessus du bouton « Répondre », mais je ne le touchais pas. Je n'ai jamais répondu à Kayla. Je ne voulais rien savoir. Mon travail m'amena, quelques mois plus tard, à découvrir un autre genre d'horreur. Je travaille pour une société de préservation immobilière. On s'occupe des maisons saisies, les vider, les sécuriser, les nettoyer. Ce n'est pas prestigieux, mais c'est bien payé. Et surtout, c'est un boulot solitaire. On passe nos journées dans des maisons que le temps et l'abandon ont rendues muettes. Mais parfois ce silence est trop dense, comme si les murs retenaient leur souffle. Ce fut le cas dans cette petite maison à l'abandon, en pleine campagne, dans le nord de l'État de New York. Un endroit oublié du monde, avec une station-service à moitié vide et des magasins fermés aux vitrines poussiéreuses. La maison était simple, une seule étage, planquée dans les bois, avec une allée de terre crevassée. D'après le dossier, l'ancienne propriétaire, une vieille femme, était décédée et aucun héritier ne s'était manifesté. J'arrivais un lundi matin vers 9h avec un petit camion pour l'inventaire. De l'extérieur, tout semblait en ordre, toit intact, fenêtres fermées, lierre envahissant la véranda, la porte gonflée par l'humidité s'ouvrit avec peine. Une odeur de renfermé, de tissu fané et de poussière m'accueillit. Des meubles anciens, des rideaux en dentelle, des bibelots en porcelaine. C'était la maison typique d'une grand-mère oubliée. Je commençais par faire les photos réglementaires, pièce par pièce. Puis mon téléphone vibra dans ma poche. Aucune barre de signal. J'avais vérifié en arrivant. Pourtant, l'écran affichait « Appel inconnu », je répondis. Le silence. Juste un léger grésillement comme de l'électricité statique. Je prononçai 2 fois « Allô », puis raccrocha, pensant à un bug. Et je repris le travail. Mais un frisson me suivait à chaque pas. Je m'aventurais plus loin dans la maison, appareil photo toujours en main. Le couloir menant aux chambres était étroit, les murs couverts de papier peint fleuri jauni par le temps. L'air y était plus lourd, plus stagnant. La première pièce ne contenait qu'un vieux matelas posé à même le sol, recouvert de taches d'humidité. La suivante, un petit atelier de couture figé dans le passé.
Machine à coudre sous une housse en plastique, étagère débordant de bobines de fil, ciseaux rouillés et un tableau de liège accroché au mur. Je m'en approcha. Il était couvert de découpures de journaux, des dizaines toutes soigneusement fixées avec des punaises, des avis de décès, tous locaux. Aucun nom ne m'était familier. Ce n'était pas une collection sentimentale, c'était obsessionnel. Un courant froid me traversa. Je passai ensuite à la chambre principale. Sur la table de nuit, un objet attira mon attention, un vieux téléphone rotatif couleur ivoire jauni par les années. Un long cordon spiralé l'enveloppait comme une liane figée. Je m'arrêtai net. Un téléphone comme celui-là ne devrait plus jamais sonner. La ligne était coupée depuis plus d'1 an. Aucune tonalité, pas de réseau, rien. Je repris mon exploration, passant dans la salle de bain. L'odeur y était différente, plus métallique, comme une trace de rouille ou de sang sec. C'est à ce moment-là que mon téléphone vibra de nouveau. Appel inconnu. Je faillis le laisser sonner, mais ma main agissait déjà. Je décrochais. Le silence. Puis, après environ 5 secondes, une voix, presque un murmure, si bas que je dus retenir mon souffle pour l'entendre. Ne décroche pas le téléphone, dans la chambre. La ligne se coupa aussitôt. Je restais pétrifié. Mon cœur battait dans mes tempes. Je sortis de la salle de bain lentement, traversai le couloir à reculons. Tous les volets étaient fermés, les vitres intactes. Aucune trace d'effraction, aucun bruit, mais je n'étais plus seul dans cette maison. J'avais besoin d'air, de sortir, d'un prétexte pour fuir, mais je n'avais pas encore fini le travail. Je tentais d'appeler mon superviseur. Aucune réception. L'appel échoua. Je pris une grande inspiration et décidai de terminer le strict minimum, aussi vite que possible. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le pire était encore à venir. Je retournai au salon, essayant de rassembler les derniers objets à inventortier. Vaisselle poussiéreuse, quelques livres rongés d'humidité, bibelots sans valeur. Mais mes gestes étaient mécaniques, désynchronisés. Mon esprit restait figé sur ce murmure glissé dans l'oreille via un téléphone sans signal. Et puis ça arriva, un bruit de cloche métallique aussi anormal que brutal dans ce silence. Le téléphone rotatif, celui dans la chambre. Il sonnait, un son clair, perçant, une sonnerie que je n'avais pas entendue depuis mon enfance, mais que mon corps reconnut aussitôt. Mon estomac se noua. Je crus devenir fou. Je n'avais jamais rebranché ce téléphone. Il était censé être mort comme la maison elle-même. Et pourtant, il sonnait. Encore, encore. Je traversais lentement le couloir, le téléphone personnel en main, les doigts serrés autour. À chaque pas, la sonnerie semblait se rapprocher, plus oppressante, plus irréelle. Je m'arrêtais devant la chambre. Le combiné reposait toujours sur la table de nuit, mais il vibrait légèrement à chaque sonnerie, comme si une force invisible le poussait à répondre. Mon cerveau hurlait de fuir, de briser ce silence par une course folle. Mais mes jambes refusaient de bouger. Puis, au bout de la 6e sonnerie, le silence retomba. Brutalement, je fis un pas en arrière, le souffle coupé. Ce n'était pas mon imagination. Quelque chose appelait, quelque chose attendait. Je faillis tout abandonner à ce moment-là. Je voulais fuir, grimper dans mon camion et ne plus jamais revenir. Mais une étrange obstination me retint. Peut-être la fierté ou le refus d'admettre que cette maison m'avait vaincu. Il me restait une chose à faire, vérifier le sous-sol. La porte était au fond de la cuisine. Elle s'ouvrit dans un grincement plaintif, dévoilant un escalier en bois rongé par le temps. Je descendis lentement, une lampe torche dans une main, l'autre accrochée à la rampe tremblante. L'air était moisi, saturé d'un mélange de poussière, de peinture écaillée et de rouille. Contre le mur, des étagères croulaient sous de vieilles boîtes, des pots de peinture secs, des chaises cassées. Mais dans un coin, une petite table attira mon regard. Dessus, un téléphone sans fil, modèle gris poussiéreux, clairement éteint, et à côté, une pile de carnets jaunis. Je pris le premier et l'ouvris. Chaque page comportait un nom, une date et une phrase brève. Lena H. 3 juillet 2019 a décroché. Trop tard. Carlem, 12 septembre 2019 a répondu. Je l'ai prévenu. Donna Har, 29 octobre 2019 n'a pas écouté. Des dizaines d'entrées, toutes avec la même structure, comme si quelqu'un tenait l'inventaire d'une malédiction. Mon cœur s'arrêta un instant. Une panique froide, lucide, me traversa. Et d'un coup, je me sentis observé. Je levai ma lampe d'un geste sec vers les coins sombres de la pièce. L'ombre, partout. Rien, mais je savais. Quelque chose était là.
Je lâchai le carnet, fis volte-face et remontai les escaliers 2 à 2, le souffle court. Je ne finis pas le travail. Je quittai la maison sans même refermer la porte du sous-sol. Je roulais sans m'arrêter jusqu'au dépôt. Une fois là-bas, je remplis mon rapport, le cœur encore tambourinant dans ma poitrine. J'indiquais que la maison était potentiellement squattée, qu'il y avait peut-être eu des interférences. Rien de plus. Je omis volontairement les carnets, les téléphones, les voix. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour un fou. Je voulais oublier. 2 jours plus tard, je reçus un message de Marc, un collègue chargé de terminer le travail sur cette même propriété. Il m'écrivait « T'as oublié de signaler un truc, parce que le téléphone dans la chambre, celui qui est même pas branché, il a sonné pendant que j'étais là. Je l'appelai immédiatement, tremblant. Il confirma. Il était entré dans la chambre principale pour vérifier l'état des meubles quand le téléphone rotatif s'était mis à sonner. Il n'avait pas décroché, m'assura-t-il. Il avait quitté la maison aussitôt. Le lendemain, Marc quitta son poste sans prévenir. Aucun message, aucune explication. Il ne revint jamais. Je retrouvai son profil sur Facebook des mois plus tard. Il allait bien, il postait des photos avec sa famille. Mais je ne lui reparlai jamais. Je compris, sans qu'il le dise, qu'il avait vécu exactement ce que j'avais vécu, et qu'il avait choisi de se taire. Suite à l'abandon de Marc, notre superviseur fit enfin ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Il contacta la police. Les forces de l'ordre inspectèrent la propriété en question. Résultat, aucune trace d'intrusion. Tout était en ordre, officiellement, mais pour moi cette maison n'était pas normale. Chaque fibre de mon être me hurlait qu'il s'agissait d'un piège ou peut-être d'un jeu. Un piège destiné à ceux qui répondent. Un téléphone hors service ne doit pas sonner. Une voix ne peut pas surgir du néant. Des noms ne s'accumulent pas dans des carnets poussiéreux, page après page, comme des avertissements ou des trophées. Je n'ai jamais su ce qui se passait réellement dans cette maison. Mais parfois, tard dans la nuit, mon téléphone vibre sans raison. Écran noir, aucun numéro affiché. Et à chaque fois, je ne réponds jamais. En 2019, j'étais dans la fin de la vingtaine et je venais de m'installer seul dans une petite maison de location en périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire, un pavillon de plain-pied, un peu ancien, avec des planchers grinçants, des murs fins comme du papier et un jardin minuscule à l'arrière. Mais pour le prix, c'était une aubaine. Et le propriétaire m'avait même laissé accès au sous-sol. J'emménageais au printemps, les premiers mois furent normaux. La maison avait ses caprices. Des tuyaux qui cognaient quand on tirait la chasse, un placard de cuisine qui s'ouvrait tout seul de temps à autre, mais rien que je n'aurais pas pu expliquer rationnellement, sauf le sous-sol. La porte se trouvait dans le couloir, juste à côté de la salle de bain. Elle était lourde et un peu voilée, il fallait forcer un peu pour l'ouvrir. Mais le plus gênant, c'était l'interrupteur de la lumière. Il ne se trouvait pas en haut de l'escalier, mais à mi-chemin, dans la pénombre. La première fois que je suis descendu, je m'en souviens comme si c'était hier. Je n'étais pas exactement effrayé, plutôt mal à l'aise. L'ampoule unique pendait au bout d'un fil, projetant une lumière jaune et faible qui n'éclairait jamais les coins. L'odeur, du vieux bois, de la poussière, et quelque chose de plus rance, plus vétuste, comme du tissu humide laissé trop longtemps dans une boîte fermée. J'y entreposais quelques meubles en trop, une caisse de livres, des outils, et puis je refermais la porte, et je l'ignorais. Tout changea à l'approche de l'automne. Une nuit d'octobre, en rentrant d'un service de nuit. Je suis agent de sécurité, donc je rentre souvent vers 3 heures du matin. Je m'apprêtais à aller me coucher lorsque je m'arrêtais net dans le couloir. 3 coups, sourds, clairs, venant de derrière la porte du sous-sol. Je restais figé. Peut-être les tuyaux ou la charpente qui travaillait sous le changement de température. Je tendis l'oreille, retenant ma respiration. 3 autres coups, plus assurés, plus précis. Je reculai lentement jusqu'à atteindre la porte de ma chambre. Je l'enfermai à double tour et je restais là, éveillé jusqu'au lever du soleil, le cœur battant comme un tambour dans une église vide. Le lendemain matin, à la lumière du jour, je descendis dans le sous-sol avec une lampe torche. Tout était à sa place. Aucune trace d'intrusion, aucune empreinte dans la fine poussière recouvrant le sol. Les fenêtres en soupirail étaient intactes, rien. Je me convainquis que j'avais imaginé.
Peut-être le manque de sommeil, le stress du boulot, les souvenirs de films d'horreur. Et puis pendant une semaine entière, plus aucun bruit. J'étais soulagé, jusqu'à ce que ça recommence. Quelques jours plus tard, en pleine nuit, je me brossais les dents dans la salle de bain. La porte était entr'ouverte et j'avais une vue directe sur celle du sous-sol. Et c'est là que je l'ai entendu. Un coup sec, isolé, mais puissant. Comme si quelqu'un avait frappé du poing contre le bois. J'arrêtais net. Brossage suspendu. La mousse dans ma bouche semblait se figer. Je sortis lentement de la salle de bain. Le couloir était silencieux, figé. La porte du sous-sol était toujours fermée. Je m'en approchais à pas lents, chaque fibre de mon corps prête à fuir. Mon oreille contre le bois, rien. Puis au bout de quelques secondes, un souffle, long, régulier, une respiration humaine. Juste de l'autre côté, je reculais aussitôt, le cœur tambourinant dans mes côtes. Mon instinct hurlait qu'il y avait quelqu'un dans ma maison, dans mon sous-sol. J'appelai immédiatement mon propriétaire. Il promit de venir voir par lui-même le lendemain matin. Le lendemain, le propriétaire arriva avec un trousseau de clés et un air sceptique. Nous descendîmes ensemble dans le sous-sol. Il inspecta tout, les petites fenêtres, les murs, les recoins, les fondations. Rien. Pas de signe d'entrée forcée, pas de traces de pas, pas d'animaux. Il me regarda avec bienveillance, mais aussi ce petit air qu'on accorde à quelqu'un qu'on pense trop stressé, trop seul. Je n'ai pas insisté. Je me suis senti ridicule, et pourtant, dès qu'il fut parti, je sentis à nouveau cette présence, invisible, mais constante. La semaine suivante fut étrangement calme, aucun bruit, aucun souffle, rien. Et contre toute logique, je commençais à y croire, à croire que j'avais peut-être tout imaginé, le fruit de l'isolement et du manque de sommeil. C'était l'explication logique, rationnelle, réconfortante. Mais la maison, elle, n'avait pas dit son dernier mot. Il était un peu plus de 2 heures du matin. Je traînais dans le salon, affalé sur le canapé, la télé allumée pour couvrir le silence. Et c'est là que je l'ai entendu. Un grincement, lent, douloureux, provenant du couloir. Je coupais le son, me redressais, figé. Ce n'était pas un bruit aléatoire, c'était la porte du sous-sol. Elle s'ouvrait, toute seule. Je me levais et avançais jusqu'au couloir. La porte était grande ouverte, béante. Je n'y avais pas touché depuis des jours, personne n'était venu chez moi. Et pourtant, là devant moi, cette bouche d'ombre semblait m'attendre. J'attrapais une lampe torche et m'approchais à pas mesurés. L'interrupteur de l'escalier, toujours hors de portée au milieu des marches. L'ampoule, hors service. J'enfonçais ma main dans l'encadrement pour chercher à l'aveugle l'interrupteur et c'est là que je l'ai entendu. Un pas, puis un autre, en provenance directe du bas de l'escalier. Ce n'étaient pas des bruits vagues. Ce n'était pas un rongeur ou une canalisation. C'étaient des pas humains, lents, réguliers, qui montaient. Je restais paralysé, figé comme une pierre au sommet de l'escalier. La lampe tremblait dans ma main, mon souffle était court, haché. Puis instinctivement, je claquais la porte du sous-sol et poussais de toutes mes forces pour la maintenir fermée. Et pendant un instant, je sentis une résistance. Quelque chose ou quelqu'un appuyait de l'autre côté. Puis plus rien, je verrouillais la porte vacillant. J'appelais immédiatement la police. Quand ils arrivèrent, 2 officiers fouillèrent la maison et descendirent dans le sous-sol. Je les attendais dehors, les bras croisés contre le froid, transis par l'adrénaline. Quand ils revinrent, ils hochèrent la tête. Rien du tout, monsieur. Pas d'entrée forcée, pas de traces de passage. Peut-être un animal coincé? Vous avez regardé Paranormal Activity récemment? Je n'ai pas ri. Cette nuit-là, j'ai verrouillé toutes les issues. J'ai dormi dans ma voiture. Les jours suivants, je vivais dans un état de survie permanente. Chaque craquement de bois, chaque variation dans le silence me paraissait suspect. Je finissais mes nuits éveillé, l'oreille tendue, le cœur battant. J'en avais assez. Je m'achetais un cadenas solide et le fixais à la porte du sous-sol. Tant pis si ça déplaisait au propriétaire. Je devais me protéger. Et pendant un mois, plus rien. Pas un bruit, pas un pas, pas un souffle. Je retrouvais lentement une forme de normalité. Je sortais, je dormais presque bien, je recommençais à croire que tout cela était derrière moi. Jusqu'à ce soir-là. Je rentrais du travail un peu après 3 heures du matin. En entrant dans le couloir, quelque chose attira immédiatement mon regard. La porte du sous-sol. Elle était entr'ouverte. Le cadenas, par terre, brisé net, comme si quelqu'un l'avait arraché. Je restais là, incapable d'avancer, le souffle coupé. Je savais que je n'avais pas ouvert cette porte. Personne ne vivait avec moi. Personne n'avait de double des clés. Et pourtant, la porte était ouverte.
et l'obscurité en dessous m'appelait presque par mon nom. Je fis demi-tour. Je pris un sac, mes clés, mon téléphone, et je quittai la maison sans même me retourner. Je passai plusieurs nuits chez un ami, puis lentement je me laissai convaincre de revenir. Mais cette fois je pris des mesures radicales. Je clouai la porte du sous-sol. Lattes, vis, renforts, une barricade artisanale mais impénétrable. J'allais jusqu'à caler une chaise contre la poignée, juste au cas où. Ce n'était pas élégant, mais au moins je me sentais maître chez moi. Et pendant quelques nuits ce fut le cas. Jusqu'à ce que, à 3h12 du matin, je me réveille glacé. Un son, pas une voix, pas une plainte, un murmure, un ininterrompu, sourd, qui semblait venir dessous le sol, exactement sous mon lit. Je tendis l'oreille. Pas de mots, juste le bruit d'un souffle, comme si quelqu'un en dessous récitait quelque chose d'incompréhensible, la bouche plaquée contre le plancher. Je n'ai pas attendu. Je me levai, saisis mon sac, mon téléphone, et quittai la maison définitivement. Ce soir-là, je ne suis jamais revenu dans cette maison. J'ai laissé mes meubles, mes vêtements, même certains souvenirs auxquels je tenais. Tout ce qui se trouvait dans le sous-sol, je l'ai abandonné sans hésiter. Le lendemain matin, j'ai envoyé un mail au propriétaire pour lui annoncer que je rompais le bail. Je ne voulais pas de discussion, pas de négociation, pas d'explication. Je ne voulais plus entendre parler de cette maison. Quelques jours plus tard, alors que je passais en voiture dans le quartier pour aller signer les papiers du départ, je ralentis devant l'allée. La maison était toujours là, paisible, ordinaire, silencieuse. Mais je savais, sous ses fondations, quelque chose restait, quelque chose qui attendait, qui cherchait. Il m'arrive encore, certaines nuits, de me réveiller à 3h00 du matin. Je fixe le plafond, immobile, les oreilles à l'affût. Pas de sous-sol ici, pas de porte grinçante, juste le silence. Mais parfois, dans le silence, je crois entendre un souffle, un murmure si faible qu'on pourrait le confondre avec le vent ou un rêve qui s'attarde. Et à ce moment précis, je pense à cette maison, à ce que j'ai fui, à ce que j'ai manqué. Et une pensée me glace encore plus que tous les bruits de cette maison. Et si j'étais resté une nuit de plus, qu'aurais-je vu monter ces escaliers? Vous avez survécu aux 3 récits. Bravo! Mais rappelez-vous, le danger ne vient pas toujours de ce qui frappe à votre porte. Parfois, il vient de ce qui attend déjà à l'intérieur. Si vous avez aimé ces histoires, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun nouveau récit terrifiant. Laissez un like, partagez ces récits avec les amateurs d'histoires étranges et dites-nous dans les commentaires laquelle des 3 histoires vous a le plus glacé le sang. Et surtout, ne répondez jamais au téléphone. Si la ligne est morte,